Et bonsoir, j'espère que ça va. Coucou Angels, coucou mon Katsu, coucou Nico. J'espère que ça va. Un peu mieux que la playlist qui est en train de tourner depuis tout à l'heure. Aïe aïe aïe. Bon, voilà. Mais après, c'est de la musique pour un lundi. Lundi, début de semaine et tout. Voilà, on reste cohérent. Après tout. Hein. Voilà. Bon, après demain, on se repose, c'est férié, donc ça, c'est plutôt cool. C'est une bonne nouvelle. Parce que le prochain férié, c'est que le mois prochain. Et ça compte pas trop, parce que du coup, je suis en vacances. Bref, comment ça va? Des migraines? Non, merci. Non, non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout, même. Non, 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 ça va. Oui, c'est férié demain. Oui, nous sommes le 11. Tout à fait. Voilà, bienvenue parmi nous. Bon, on se retrouve pour notre 98e live psy. Bientôt le centième. J'ai hâte de voir quel va être le sujet choisi pour la centième. Ça va être sympa. Non, non, mais non, mais non, mais non, mais non. Pas encore. C'est pas encore. Non, mais non, n'ouvre pas la fenêtre, referme-la. Déjà, il fait froid. Et on va s'installer tranquillement pour faire ce 98e live psy. Là, ouais, si tu veux. Donc, imbécilité et solidarité. Je pense que vous êtes très très loin du compte. Parce que on va parler d'imbéciles, effectivement, mais pas des imbéciles que vous pensez. Et c'est ça qui est c'est pas plus mal aussi, parce qu'au moins, je suis en train de constater que la musique ne fonctionne pas ici, sur cette scène. C'est embêtant. Ah, si, bah oui. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Allume ton ventilateur, mais pourquoi ton ventilateur? Bon ventilateur, je lis en même temps le message de Nico. Merci Nico. À ceux de dimanche. Oui, oui, non, plutôt, oui, non. Comment ça fait? Moi, j'ai chaud et je suis. Ouais. Ok, bon, ok. Bon, allez, on va y aller tranquillement. Donc, imbécilité et solidarité. Tac, 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 tac. Bon, je pense qu'il manque une ou deux personnes, mais bon, vous allez rejoindre en cours de route, hein. Tant pis pour vous. On va couper ça. On va mettre ça. Ça devrait pas être très très long, je pense. Tac. Non, mais le rose albin, ça me bute. Vraiment. Du coup, je sais qui est qui entre les deux, donc ça, c'est plutôt cool. Mais rose albin, c'est tellement rigolo. Ah Katsu qui va voter. On sait jamais. On est comment, là? Ouais, mais ça va être ça, hein. Bon, ça sera le 80. Ah, quoique non, parce qu'il va y avoir deux lives. Donc, on va faire le centième avec un sujet pas ouf ouf non plus, quoi. Mais ça, on essaye encore de décoder Katsu. Oui, c'est ça. Bon, je sais pas ce qu'est un Kei. Ouais, on va regarder. Est-ce qu'on a envie de savoir ce que c'est vraiment? Oui, Kei. Oh, c'est un petit oiseau! Un gros oiseau. Enfin, un petit oiseau. On dirait. Comment ça s'appelle, hein? Comment on appelle ça? Oh, en fait, il y en a plein de sortes. Oh, c'est mignon, c'est étonnant. C'est un oiseau. Voilà, vole le petit oiseau. Allez, on est parti! Attends, parce que moi, quand je reviens, je vais. Vas-y, vous me donnez froid. Donc, on commence par la première question sur le sujet des imbéciles. Imbécilité et solidarité. Quel sujet suspect. 18 questions, ça va, on est bien. Alors, que désignait à l'origine le mot imbécile? Une personne au faible QI, un être paresseux ou immoral, une personne instable émotionnellement ou une personne qui vivait en s'appuyant sur les autres? Ok, bravo, bravo à Rose Albin. Voilà, on va l'appeler Rose Albin, hein, même s'il y a Coca, Coca, machin. Et elle le sait pourquoi? Parce qu'elle aime beaucoup les étymologies de mots. Et donc, on commence par l'étymologie, ça va plaire à Angel. Donc, imbécile, ça vient du latin, donc im, qui veut dire sans, et baculus, bâton, donc sans bâton. Et donc, ça désignait ceux qui vivaient en s'appuyant sur les autres, ceux qui dépendaient de quelqu'un pour pouvoir marcher. Seulement, ben, aujourd'hui,
on constate qu'il y a des adultes qui sont totalement capables de pouvoir marcher seuls, mais qui choisissent malgré tout la dépendance à l'autre et qui donc, avec le temps, deviennent des imbéciles. Et c'est de ces imbéciles-là dont on va parler aujourd'hui. Donc, il y en a beaucoup qui ont été éduqués pour le devenir. Certains parents font de leurs enfants des futurs adultes libres, et d'autres, ils en font des imbéciles. Il y en a certains qui invitent leurs enfants à choisir, qui leur donnent des responsabilités au fur et à mesure qu'ils grandissent, et d'autres qui préfèrent être toujours à côté au cas où. Et donc, d'après Georges Buquet, qui a étudié donc le sujet, il existe différentes sortes d'imbéciles. On a les imbéciles intellectuels, affectifs et moraux. Et donc, c'est de ces imbéciles qu'on va parler ce soir. Vous le voyez, ces parents, je pense qu'ils sont trop sur le dos de leurs enfants ou qui les laissent pas respirer. Voilà, au cas où, qui s'inquiètent de tout, qui les laissent pas, voilà, explorer le monde. Voilà, ce sont des imbéciles. Je sais pas, traumatisée, dévorée par. Elle avait faim. Ouais, j'avais très faim. Je vais dire avant la plus longue. C'est bien. Plus c'est long, mieux c'est. Il paraît. Ça dépend d'un contrôle fiscal, par exemple. Quoi. Quel est le rapport du contrôle fiscal? Prochaine question. Quel est le comportement de l'imbécile intellectuel? Il va poser des questions, mais il décide lui-même. Il dépend de ses émotions pour penser. Il demande tout à quelqu'un d'autre ou il cherche à tout faire seul. Ok. Ok, ok. On est pas mal. Ok, il y en a un qui ne veut pas décoller. Donc effectivement, l'imbécile intellectuel, il pense qu'il n'a pas la capacité intellectuelle suffisante ou qui pourrait l'abîmer à l'utiliser. Et donc, il demande tout à quelqu'un d'autre. Et lorsqu'il doit prendre une décision, il demande tout à tout le monde et il demande ce qu'on pourrait faire à sa place. Avant toute action, il va se constituer une équipe de conseillers qui vont penser pour lui. Et comme il est convaincu qu'il ne peut pas penser par lui-même, il remet aux autres sa capacité de penser. Le prochain imbécile. Quel est le besoin fondamental de l'imbécile affectif? Oui, non, non. On va éviter les contrôles fiscaux, de toute façon, effectivement. Alors, ok. Ok, ok. Là, on se réveille, c'est bien. Bravo pour les 3 bonnes réponses d'affilée. Donc, l'imbécile affectif, lui, il a toujours besoin qu'on lui dise qu'on l'aime, qu'il est bon, que c'est quelqu'un de bien. L'imbécile affectif, il cherche en permanence à ce que l'autre lui répète que jamais, au grand jamais, on ne cessera de l'aimer. On a tous le besoin qui est assez légitime d'être aimé en retour par la personne qu'on aime. C'est ok, c'est normal, il n'y a pas de souci. Mais la différence, c'est quand on vit dans l'unique but d'obtenir cette confirmation. Voilà, ça y en a beaucoup. Et ça, c'est pas cool. Prochain imbécile. L'imbécile moral. Qu'est-ce qu'il recherche? Il cherche à imiter un modèle religieux, à imposer ses opinions, à se rebeller contre les règles ou une validation extérieure constante pour décider. Ok, bien joué. Si vous êtes 3, il va falloir. Bon, même si on a une sacrée avance pour certains, c'est vraiment entre l'imbécile affectif et des personnes avec des troubles de l'attachement. Il n'y en a pas, c'est la même chose. Là, je crois que je suis première parce que je connais trop le style des IA. Ah, peut-être, attention. Donc, on en est à l'imbécile moral. Donc, il semblerait que ça soit le plus dangereux de tous. C'est celui qui a besoin en permanence d'une validation extérieure pour prendre ses décisions. Et celui qui est moralement imbécile, il a besoin de l'autre pour qu'il lui dise si ce qu'il fait c'est bien ou mal. Il a toujours besoin de savoir si ce qu'il veut faire convient ou non, si c'est bien ce que ferait la majorité des gens ou pas. Et donc, quand l'un de ces modèles de dépendance s'aggrave et se concentre envers une seule personne de son entourage, l'individu peut arriver à croire sincèrement qu'il ne pourrait pas survivre sans l'autre. Là où ça devient assez problématique. Donc il va commencer à conditionner chacun de ses comportements à ce lien pathologique qu'il considère à la fois comme son secours et son calvaire aussi. Et tout ce qu'il fait, ça va être inspiré, dirigé, produit ou destiné à flatter, énerver, séduire, récompenser ou punir celui dont il est dépendant. Génial, hein? Poursuit. Et ma souris qui bug.
Comment appelle-t-on ces formes d'imbéciles en psychologie? Ouais, qui cause- Ah non, non, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. Le coup des même de... Exactement. Heureusement, d'ailleurs. Donc voilà, on y vient, on arrive aux codépendants. Tous ces types d'imbéciles, comme là, s'il y a les Katsu, du coup, on arrive dans la dépendance affective. Et donc, ces gens-là, on les appelle les codépendants. Deux prochaines questions. À quel trouble la codépendance est-elle comparable? Une phobie sociale, une addiction, une manie compulsive ou une psychose délirante? Ok, ok. Il y en a qui ont pas assez suivi les lives sur la dépendance, c'est bien. Et quelle est la drogue du codépendant? La reconnaissance professionnelle, la validation par les réseaux sociaux, les substances illicites ou un type de personne bien défini? Ok, ok, ok. Alors, il va falloir se réveiller parce que ça, c'est quand même des choses qu'on a vues et revues. Donc, le codépendant, c'est un individu qui souffre d'un trouble semblable à toute forme d'addiction. Hein. On est en train de parler de dépendance affective, donc voilà, on l'a vu et revu. Et à la seule différence que là, ben, la drogue, c'est un type de personne bien défini ou une personne en particulier. Ah oui, 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 je note, effectivement. Je n'irai pas contre toi là, effectivement. Alors, pourquoi le codépendant agit-il parfois de manière irrationnelle? On va faire deux questions là. Donc, pour manipuler l'autre, à cause d'un trouble de l'attention, par impulsivité chronique ou pour se procurer sa drogue. Ok. Et deuxième question. Que peut-il se passer si le codépendant est privé de sa drogue? Il développe des phobies sociales, il devient froid et distant, il peut développer un syndrome d'abstinence ou il se replie temporairement sur lui-même. Ok. Oh, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Ok. Donc, comme dans n'importe quel autre syndrome de dépendance, vraiment exactement de la même façon, le codépendant, il a une personnalité prédisposée aux addictions et peut, le cas échéant, agir de façon quasi irrationnelle pour se procurer sa drogue. Et comme pour la majorité des addictions, ben, s'il s'envoyait brusquement privé, il pourrait développer un syndrome d'abstinence qui pourrait être parfois gravissime. C'est une drogue, n'oubliez pas que la dépendance à une personne, ça fonctionne de la même façon dans le cerveau. Aïe aïe aïe. Vous pouvez être sûr que tout ça, pour le live des 3 ans de psy, ça va y être. Hein. Qu'est-ce que la codépendance représente dans l'échelle des dépendances? Ah, je note, je note. Bon, après là, bah, vous faites tous partie du podium, donc il n'y a pas trop d'enjeux. Mais vous mettez plus de temps à réfléchir, déjà, je note. C'est bien. Ok. C'est terrible. Donc, la codépendance, c'est le grade supérieur de la dépendance maladive. L'addiction, ça reste dissimulé derrière la valorisation amoureuse et le comportement dépendant, ça se grave dans la personnalité sous la forme d'une idée telle que je ne peux pas vivre sans toi. En réalité, on peut toujours vivre sans l'autre, toujours. Et il y a deux personnes qui devraient le savoir, nous-mêmes et l'autre. En fait, c'est plutôt effrayant de se dire bah, que quelqu'un puisse penser qu'on ne pourrait pas vivre sans lui et que s'il nous quittait, bah, on mourrait. Voilà, ça c'est la... Enfin, on en reparlera, mais voilà, tous ces chantages au suicide et tout, c'est un peu là-dedans, c'est ces personnes-là qui le font. Hein. Et donc ces attitudes, elles relèvent toujours d'une manipulation et d'une exigence sinistre. L'amour, faut bien se dire que c'est quelque chose de toujours positif et merveilleux, c'est jamais négatif. Mais ça peut être une excuse pour devenir addict. Et c'est pour cette raison que Georges Buquet, il dit généralement que le codépendant, il n'aime pas. Il a besoin, il demande, il dépend d'eux, mais il n'aime pas. C'est pas de l'amour tout ça. Et il dit, bah, j'aimerais tellement que les gens que j'aime m'aiment en retour, mais s'ils ne m'aiment pas, j'aimerais beaucoup qu'ils me le disent et s'en aillent. Ou qu'ils ne me le disent pas, mais s'en aillent. Parce que je ne veux pas être avec toi si tu ne veux pas être avec moi. C'est plutôt pas mal.
Alors, comme celle de l'alcool, j'ai plus le nom de délire. Alors ça c'est autre chose, ça c'est des effets. Mais oui, effectivement. Oui, oui, oui. C'est quand tu en manques, tu pars en délirium, t'as le... Je sais pas si c'est le même ou pas, mais à un moment t'as le mot trimance, je crois. Enfin bon, je peux pas vu sans live de jeu. Vous êtes mignons. On va passer au sujet de la solidarité. Donc toujours avec Georges Buquet qui a écrit sur ça aussi. Pour lui, il existerait deux sortes de solidarité. La solidarité à sens unique et la solidarité réciproque. Dans la solidarité à sens unique, pourquoi aidons-nous autrui? Pour prouver notre valeur morale, parce que nous avons peur que ça nous arrive aussi, parce que nous nous sentons responsables ou par pure générosité. Là, j'ai mis qu'il y avait quatre questions. Après, je sais pas pourquoi. 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est peut-être ça. Je sais pas comment j'ai pu faire rentrer quatre questions dans mon petit truc là, mais voilà, c'est sa mère, Tikatsu. Ok, un petit peu de tout. Ok, bien joué. Donc, dans la solidarité à sens unique, on voit une autre personne démunie, en souffrance, qui se plaint. Et ça va provoquer quelque chose en nous. Et en fait, on réalise qu'on pourrait être à sa place. On s'identifie et on craint qu'il nous arrive la même chose. Donc voilà, les solidaires, après voilà, c'est apprendre dans son contexte. J'ai pas compris le sens de sens unique. Oui, visiblement. D'où vient cette peur dans la solidarité à sens unique? De l'identification à la personne démunie, d'un devoir moral appris, d'un traumatisme personnel ou de la peur d'être jugé? Je pense que je me suis chiée. Je pense que j'ai mal noté mon truc. Donc effectivement, ça je vous l'ai dit. Donc on est bon. Quel rôle joue la peur dans ce type de solidarité? Ah, je me suis embrouillée. Une protection magique, un biais de raisonnement, un signal de danger réel ou une stratégie de domination. Ok, si, non, c'est bon. Mais je sais pas si je compte 4 à partir de là ou après. Je sais pas. Ok, ok. On va continuer. On fait le blabla après. La solidarité de conjuration sert à rechercher une reconnaissance publique, soulager vraiment la souffrance de l'autre, se rassurer soi-même en aidant l'autre ou obéir à une norme sociale. Pourquoi tu dis ça, Angels? C'est faux. Bah, tout dépend dans quel contexte, encore une fois, mais je pense pas. Ok. Et normalement, quatrième question, et 1, 2, 3. Ouais, non, on est bon. Quel est le principe de la solidarité d'investissement? On donne par devoir moral appris, on donne pour être en paix avec soi, on aide sans penser au futur ou on donne car on espère un retour. Ok, ok. Hmm. Alors, donc on a vu la solidarité à sens unique, on s'identifie, on craint qu'il nous arrive la même chose. Donc, on va aider cette personne car on a cette peur qui provient de l'identification et qui va agir comme une protection magique. J'ai été solidaire, donc je suis protégée. Et donc on appelle ça la solidarité de conjuration, j'allais dire conjugaison. La solidarité de conjuration. C'est une aide désintéressée qu'en réalité on fait pour soi, mais pas pour l'autre. Et donc aussi, il y a l'idée d'une sorte de loi de compensation. Celui qui donne reçoit le double. Voilà, à voir. Toujours penser retour sur investissement. Toujours, je ne sais pas, mais ça peut toujours être intéressant, effectivement. Prochaine question. Quelle est l'origine de la solidarité d'obéissance? Une vision utilitariste des choses, un lien instinctif avec les autres, ce qu'on nous a enseigné, ou une émotion spontanée? Donc c'est un peu ce que vient de dire Angels, finalement. Je suis en décalage. Je sais pas ce que j'ai branlé avec mes calculs.
Je suis en train de réfléchir en même temps parce qu'il reste deux questions. Et je sais pas trop. Ok. Donc, on a vu donc la loi de compensation, la solidarité d'investissement qui est passée je sais pas trop où du coup. Donc c'est on donne parce qu'en retour on va recevoir quelque chose. Et donc la solidarité d'obéissance générée par ceux qu'on nous a enseignés. On doit partager, ne pas être égoïste, on doit donner, tout ça, tout ça. Donc on satisfait tout le monde, on en tient compte, sans trop savoir finalement si on y croit, mais on nous l'a appris comme ça, alors on reproduit. Voilà. Mais ça n'arrive pas avec l'observation suffisante. C'est clair. Et là, eh bien, alors, que signifie aujourd'hui pour toi, demain pour moi? Donc, un acte de sacrifice sans retour, une preuve d'humilité, une anticipation de protection pour l'avenir ou une générosité inconditionnelle. Et je vous ferai l'autre question aussi, dans le doute, parce que je sais pas. Je sais pas. Tout, tout, tout. Ok, très bien. Moi, un podium qui n'a pas bougé. Et quel est le point commun entre toutes ces formes de solidarité? Elles visent à transformer la société, elles sont toujours altruistes, elles ne reposent jamais sur la peur, elles répondent à des besoins inconscients. Ok. Bon, en vrai, y a pas trop de mystère, donc je vais vous faire le blabla en même temps, hein. Donc, il existe donc cette solidarité qu'on appelle aujourd'hui pour toi, demain pour moi. En fait, on anticipe une protection pour l'avenir. Si notre avenir il s'obscurcit, on va s'assurer que quelqu'un d'autre sera solidaire avec nous quand ben, nous serons à sa place. Et donc, toutes ces solidarités-là sont à sens unique, elles n'ont rien d'altruiste. Donc, c'est quoi la solidarité réciproque? Parce que, quand même, c'est celle où ben, on va se retrouver avec quelqu'un qui souffre, et donc là, on va trouver le plaisir de donner. Nous donnons pour le plaisir que donner nous procure à nous. Voilà, voilà. Du jeu social. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc, bien joué à vous, moi. Bravo pour votre participation. Ce petit live pas si complexe, hein, au final. Mais j'aime bien. J'aimais bien les notions abordées. Donc, semaine prochaine, on va partir sur le trouble de stress post-traumatique. Et en fait, j'ai dit qu'il y en avait deux. Et oui, il y en a deux. Voilà. Oui, ok. Donc, on part sur 2 semaines de stress post-traumatique. Ça va être sympa. Tac. Pub de merde. Ah bah oui, oui, mais tu me regardes sur la télé aussi. Oui, voilà. Donc voilà. Bon, bah, c'était plutôt rapide. Pas plus mal. Je me pèle le cul. Hier j'avais faim, aujourd'hui j'ai froid. Voilà, on n'a pas. Ça change selon les soirs. Donc, semaine prochaine, stress post-traumatique. Et ensuite, on se retrouve en live bah, jeudi. Jeudi, vendredi, 17h30 sur Expédition 33. Samedi sur Dark Pictures. Et dimanche du Lego. Bah, oui, à la fin. C'est rapide le lundi soir. Petit quiz et puis let's go, sous la douche, au chaud. Mais tu peux être là, donc on a dit jeudi 17h30. Et coucou ma Kate, comment ça va? En plus, il n'y avait pas beaucoup de d'adversaires, hein. Franchement, ça. Voilà, il faut être au moins 4 pour voir un peu ce classement bouger. T'inquiète, ça vaut. Bah oui, voilà, elle a des privilèges, je ne peux pas lui en vouloir. Aïe aïe aïe. Bon, allez, ben, je vous fais des bisous, je vais aller me réchauffer parce que j'ai froid. Profitez bien de ce jour férié demain, ça va être cool. Si on regarde donner aux autres et tout, c'est plus pour nous que pour le bon geste. C'est pour ça que je donne pas. Voilà, voilà. C'est pour ça que je... Oh, t'as mal au crâne. Mais décidément, vous êtes deux à avoir mal au crâne ce soir. C'est... Bon, c'est assez commun, mais courage à vous. Après, t'en as, je pense, qui... Non. Parce que, en fait, il y a beaucoup d'hypocrisie chez ces gens qui donnent, qui vont donner aux assos, qui vont donner plein de trucs. Et tu vois qu'au fond, derrière, enfin, c'est... le geste n'est pas forcément bon. Oh là là! Mais il y a une raison particulière, ma Kate?
Parce que, tu vois, je sais pas, y en a pour qui il y a des choses qui déclenchent les migraines et c'est pas fou. Tac. Pour le fun, parce que je trouvais... Bah c'est bien, tant mieux. Si tu trouves du fun à donner... Ah bah oui, je compatis, Kate. Je compatis à 1000%. Je touche du bois, du faux bois. Oui, 2 heures de route? Mais t'es allé où? Pourquoi faire? 2 heures de route? Hmm, intéressant. Tout ce suspense qui me pousse à rester. Tu vas pas... Ah! Oh! Ok! Ah ouais, avec le jour férié, peut-être moins tu en profites. Oui, ok, oui, ouais, oui. Oui, ah ok, des trucs sur Twitch. Oui, d'accord. Je vois, je vois. Bon, ben sur ces belles paroles dedans, voilà, continuez à donner si ça vous fait plaisir ou que c'est pour le fun, c'est bien, voilà. Il y a toujours qui en profiteront. Magnifique. Bon, je vous fais des bisous, passez une bonne soirée, reposez-vous bien, soignez-vous de vos migraines, là. Et puis on se retrouve ben, jeudi soir. Euh, on va te donner pour des culottes en crochet. Oh non, ça va être sur YouTube, tout ça. Bon, bref, allez, voilà, reposez-vous bien, profitez de ce jour férié pour ceux qui ne travaillent pas. Et puis, on se retrouve jeudi soir à 17h30. Voilà, je vous fais des bisous, ciao, ciao.